Bonjour. Alors, pour comprendre l'histoire de l'Europe au XXe siècle, on a souvent tendance à séparer la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais si on changeait de perspective, et si on voyait la période de 1914 à 1945 comme une seule et même histoire, une immense tragédie de 30 ans qui a absolument tout changé sur le continent et dans le monde. C'est un chapitre clé du programme de troisième, et croyez-moi, le comprendre, c'est avoir des clés essentielles pour décrypter le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Allez, on fait un saut en 1914. Pour sentir l'ambiance de l'époque, rien de tel que cette carte satirique. Observez bien. La Russie, c'est ce rouleau compresseur prêt à tout écraser. L'Allemagne, avec son casque à pointe, menace tout le monde. Et puis, regardez le petit chien serbe qui aboie sur l'immense empire d'Autriche-Hongrie. Chaque pays est représenté comme un animal prêt à bondir. On sent la méfiance, on sent l'agressivité. L'atmosphère est vraiment, vraiment électrique. Voici le programme de notre analyse, en 5 étapes. D'abord, on verra comment l'Europe s'est retrouvée au bord du gouffre. Ensuite, on plongera dans ce qu'on a appelé la Grande Guerre, une guerre totale. Puis, on analysera pourquoi la paix a été manquée, menant à un nouveau gouffre et au génocide. Et enfin, on se demandera quelles leçons ont été tirées de ces cendres. Allez, c'est parti. On commence donc par le début. Pourquoi? Comment l'Europe, qui dominait le monde, est-elle devenue une véritable poudrière prête à exploser? Alors, pour comprendre comment cette poudrière a sauté, il faut imaginer un cocktail explosif avec plusieurs ingrédients. D'abord, un nationalisme surpuissant, cette idée où chaque peuple se croit supérieur aux autres. Ensuite, de grosses rivalités économiques et coloniales pour savoir qui aura le plus de territoire et de richesses. Et surtout, un système d'alliances super complexe qui fonctionne comme un jeu de domino. La triple entente d'un côté, la triple alliance de l'autre. Si un pays est attaqué, ses alliés doivent le défendre, ce qui entraîne tout le monde dans la guerre. Il ne manquait plus que l'étincelle pour tout faire exploser. Et ce sera l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. On passe maintenant à la guerre elle-même. Et attention, ce n'est pas une guerre comme on en avait connu avant. C'est un conflit d'un genre totalement nouveau, qui va aspirer toutes les forces de toutes les nations. Le concept à retenir absolument, c'est celui de guerre totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la guerre ne se limite pas au champ de bataille, aux soldats. Non, c'est toute la société qui est mobilisée. Les usines tournent à plein régime pour fabriquer les armes, les femmes remplacent les hommes partis au front, l'économie est entièrement tournée vers la victoire et la propagande est partout pour garder le moral des troupes et de la population. Bref, les civils sont autant impliqués que les militaires. Et cette image illustre parfaitement cette idée. Regardez, à gauche, on a l'échelle immense, impersonnelle, l'horreur des tranchées, ce paysage lunaire, dévasté. Et à droite, on a des documents personnels, intimes, ceux d'un seul homme, un soldat français nommé Louis de Rennes. C'est en voyant les deux côte à côte qu'on se rend compte que derrière les millions de soldats, il y a des millions d'histoires personnelles, des millions de vies brisées. Justement, écoutons les mots de Louis de Rennes. Cette phrase, elle est toute simple, mais elle nous dit tout. Il faut rester là sans pouvoir manger la soupe. On ressent la peur, la faim, l'impuissance, l'attente interminable sous les bombes. La guerre, ce n'est pas que des stratégies sur une carte. C'est avant tout cette réalité crue, cette survie de chaque instant. Allez, petite pause sur 4 dates hyper importantes à mémoriser pour le brevet. Facile, 1914, la guerre commence. 1915, en pleine guerre, a lieu le début du génocide des Arméniens, on en reparlera. 1917, c'est l'année tournant. La révolution russe fait que la Russie quitte la guerre, mais dans le même temps, les États-Unis entrent en scène. Ça change complètement la donne. Et enfin, 1918, le 11 novembre, c'est l'armistice qui met fin au combat. La guerre est finie. On pourrait penser que le cauchemar est terminé. Mais en réalité, la paix qui est signée va être tellement fragile, tellement mal construite, qu'elle va devenir une véritable bombe à retardement. Regardez cette carte. L'Europe est méconnaissable. 3 empires géants se sont effondrés. L'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman et l'Empire russe. À leur place, plein de nouveaux pays apparaissent. Le problème, c'est que ces nouvelles frontières ont été dessinées par les pays vainqueurs, sans vraiment tenir compte des peuples qui y vivaient. Ça va créer d'énormes frustrations et des tensions, surtout en Allemagne, qui se sent humiliée. Et c'est là qu'on plante les graines de la prochaine guerre. Et puis, il y a le bilan humain. C'est juste effroyable. Presque 10 millions de soldats tués. C'est une génération entière de jeunes hommes qui a été fauchée. Dans chaque ville, dans chaque village de France, il y a un monument aux morts avec des listes de noms à n'en plus finir. Le traumatisme est immense et il va marquer durablement les esprits. Alors comment est-ce qu'on replonge dans la guerre seulement 20 ans plus tard? C'est un engrenage fatal en 3 temps, à bien retenir. 1. Le traité de Versailles, qui déclare l'Allemagne seule responsable et lui impose des conditions très dures. Ça crée un sentiment d'injustice et une soif de revanche.
2. La crise économique mondiale de 1929, qui part des États-Unis et plonge l'Europe dans la misère et le chômage de masse. Et 3. Sur ce terreau de crise et d'humiliation, des régimes totalitaires vont prospérer. Le communisme stalinien en URSS, le fascisme en Italie et bien sûr le nazisme en Allemagne, avec Hitler qui promet de redonner sa grandeur au pays. La machine de guerre est relancée. Et l'inévitable arrive. L'Europe bascule une nouvelle fois dans l'horreur. Mais cette fois-ci, la guerre sera encore plus totale, plus idéologique et plus meurtrière. On doit s'arrêter sur un mot terrible, mais essentiel. Génocide. Ce n'est pas juste un massacre de masse. Un génocide, c'est l'intention planifiée, délibérée, systématique de détruire un groupe humain tout entier pour ce qu'il est. Le mot lui-même n'a été formalisé par l'ONU qu'après la guerre en 1948, pour décrire l'indescriptible. Et il faut savoir que le premier génocide du XXe siècle a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, a profité du chaos de la guerre pour organiser l'élimination de sa minorité arménienne. On estime qu'1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués. C'est un précédent tragique qui a montré que l'extermination d'un peuple était devenue possible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'horreur atteint un niveau industriel. L'Allemagne nazie met en place une véritable industrie de la mort, avec un réseau de camps de concentration et d'extermination partout en Europe, comme le montre cette carte. L'objectif de la Shoah est l'anéantissement de tous les Juifs d'Europe. 6 millions d'entre eux seront assassinés, ainsi que d'autres populations comme les Tziganes. C'est un crime contre l'humanité unique dans l'histoire par sa dimension systématique et bureaucratique. Côté militaire, la guerre se joue en plusieurs actes. D'abord, c'est une succession de victoires fulgurantes pour l'Allemagne nazie grâce à sa tactique du Blitzkrieg, la guerre éclair. La Pologne, la France, une grande partie de l'Europe tombent. Puis vient le tournant de la guerre à l'hiver 1942-1943, Stalingrad. L'armée allemande est stoppée et vaincue par l'armée soviétique. C'est le début de la fin. Ensuite, les Alliés reprennent l'avantage jusqu'au fameux débarquement de Normandie en juin 1944, qui ouvre un nouveau front à l'ouest et mène à la capitulation de l'Allemagne en mai 1945. 1945. La guerre est terminée. Après 30 ans de folie destructrice, que reste-t-il de l'Europe? Et surtout, quelles leçons ont pu être tirées d'un tel désastre? Le contraste est saisissant, c'est le jour et la nuit. L'Europe de 1914 était le centre du monde. Elle était puissante, riche, dominatrice avec ses empires coloniaux. L'Europe de 1945, elle, n'est plus qu'un champ de ruines. Elle est détruite économiquement, profondément traumatisée moralement et surtout, elle est divisée et a perdu sa place de leader mondial au profit de 2 nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'URSS. L'héritage de cette période est donc très lourd. Des destructions comme jamais auparavant. Un continent coupé en deux par ce qu'on va appeler le rideau de fer, qui marque le début d'un nouvel affrontement, la guerre froide. Mais au milieu de ces cendres, une idée nouvelle et puissante va naître, un cri du cœur. Plus jamais ça. C'est cette volonté absolue d'empêcher le retour de la guerre qui va être le moteur de la construction européenne, une tentative inédite de lier les anciens ennemis par la coopération. Et on termine avec cette question, qui nous concerne tous. Pourquoi est-ce si important de se plonger dans cette période si sombre ? Ce n'est pas juste pour l'histoire ou pour un examen. C'est parce que les leçons de 1914-1945 sont partout autour de nous. Elles nous rappellent la valeur de la paix, l'importance de la démocratie et de la coopération entre les peuples et les dangers mortels du nationalisme et de l'intolérance. Connaître cette histoire, c'est avoir les outils pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui et pour être un citoyen plus conscient et plus éclairé.